Ici Radio Meuron, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Je me nomme François Cournet, j'ai 76 ans, je suis actuellement sur le territoire pour quelques mois et je repars le mois prochain. J'ai exercé des fonctions en Polynésie, principalement aux îles Gambier, pendant 3 ans. J'étais gendarme. Le métier de gendarme, on dit en Polynésie gendarme, mais ça représentait pour une ordre d'idée que 15% de mon travail. Tout le reste était administratif. Un exemple pour bien montrer, quand un bateau se présentait dans les passes, un bateau militaire ou un bateau civil, c'était de prendre mon boat et d'aller rejoindre le bateau. Bateau civil, je contrôlais au point de vue, et le bateau militaire, voir le commandant de bord, et là on traitait comment s'effectuait le séjour. Le problème, c'est que quand ces marins étaient un peu isolés, quand ces marins descendaient sur l'île, alors il y avait les filles, il y avait les bars, il fallait essayer que ça se passe bien, que j'ai pas trop de problèmes. S'il y avait des problèmes, on prenait des mesures, les mesures qu'il fallait, quoi. Quand une jeune femme, se croyait enceinte, elle venait me trouver et me disait, parce qu'elle ne connaissait pas la procédure administrative, elle venait me trouver, dit chef, on m'appelait toujours chef, faut que tu me payes parce que je suis enceinte. Bon, qu'est-ce qu'elle faisait? Je lui dis non, c'est pas moi qui va t'examiner, c'est pas mon boulot, j'avais ma femme, c'est pas mon travail, tu vas aller voir, on disait pas le taouti, tu vas aller voir l'infirmière. L'infirmière, elle a consulté, madame une telle est bien enceinte, elle répondait à un questionnaire, et elle revenait avec son papier, et moi j'établissais un carnet de maternité, de grossesse, et après j'allais dans mon coffre, j'avais des numéraires, et je lui versais aussitôt les allocations prénatales. Alors, aucune femme, aucune fille, je savais qui était enceinte, qui ne l'était pas, parce qu'aucune mangarévienne n'aurait hésité à venir chercher un peu d'argent. Je représentais l'autorité administrative, c'était ma principale casquette. J'étais placé sous les ordres de l'administrateur des Tuamotu Gambier, c'était mon patron direct, c'était une formation de l'ENA, chargé de mission, qui lui était directement sous l'autorité de... Et en plus, j'avais la casquette militaire par la DIRSEN. Vous voyez, tout ça, ça venait pour... mais je me faisais assez facilement. Je suis discipliné de nature, mais je n'ai pas des œillères. Et en plus de mes fonctions, j'avais des fonctions au niveau des expérimentations nucléaires. J'étais chargé de l'application des mesures de sécurité auprès des populations des Gambiers. Mon travail, en cas de retombée, consistait à rassembler les populations, tout ça c'était préparé d'avance, à rassembler les populations de façon la plus diplomatique, très très diplomatique, que ça se passait bien, et de les mettre sous abri. On vous disait, vous saviez je savais par la radio, ça y est c'est parti, et 20 minutes après, on entendait le bruit, ce roulement de tambour, là, comme un tonnerre, là, ça s'amplifiait, on disait bon, 20 minutes après, il y a 20 minutes, donc on disait on va nous dire d'ici une demi-heure, on va savoir s'il y a des retombées ou pas. Tout ça se faisait avec le concours. J'avais à ma disposition, j'avais une section de légionnaires, mais que je n'utilisais pas, c'était au cas où, mais tout se passait bien. Quelques-uns se râlaient, j'avais des vieux qui habitaient, un couple de vieux, j'appelle ça des vieux, je suis vieux maintenant qu'eux, ils habitaient à Gakwitaï, c'était des Schmitt, je me rappelle, ils ne voulaient pas venir, c'était d'origine Popa, ils ne voulaient pas venir, t'as bon, on n'a rien à foutre, on n'y va pas, rien pas. Alors je l'ai amadoué, j'ai dit tu peux pas, et ça peut pas, toi qui es très pieux, j'ai usé d'arguments, je l'ai convaincu.
J'ai pris mon botte, je l'ai amené pour la mise sous abri. C'était prévu qu'on allait, si des gens étaient partis à la pêche, j'évitais que les gens partent. Le jour qu'il y avait un tir également, j'évitais que les gens prennent leur pirogue et partent à la pêche. Il fallait les récupérer, ces gens-là, après. Je savais qu'il y avait un tir vers 10 heures, il ne fallait pas les envoyer non plus au casse-pipe, il ne fallait pas être imbécile. Donc on savait qu'il y avait un tir, hop, j'interdisais, mais les gens ils partaient quand même. On disait, mais non, tu pars pas. Hein, vous savez, hein. Du moment où un Polynésien ou un Mongarévien surtout, vous leur dites tu pars pas, c'est qu'ils foncent. Mais ça se passait bien sous l'abri, il y avait un tamara, il y avait ce qu'il fallait, il y avait, puis les gens apportaient des bananes, c'était bon enfant, c'était sympa, tout se passait bien. Il n'y avait pas de heurts, il n'y avait pas de coups de gueule, il n'y avait pas de PAPA, non, ça se passait bien. Puis si on sentait, on interdisait l'alcool, parce que s'il y avait du PAPA, c'est quand la Inano arrivait, alors là, c'est du PAPA. Hein, ça. Dans les années 71, un tir qu'on appelle Phébus, oui, c'était au mois d'août 71. J'ai reçu un message de la DIRSEN, c'était vers midi, hein, le tir avait lieu vers 10 heures. On m'a dit voilà, application de tel schéma. Hein. Alors on a sonné les cloches de la cathédrale, j'ai envoyé mon mouteuil, un mouteuil c'était le mouteuil local, prévenir les gens et les envoyer. Alors tout le monde avec les brouettes, les moyens de bord, et tout le monde direction le Pans. Ce qui était marrant, même les chiens suivaient. Mais les chiens ne rentraient pas naturellement, et tous ces gens-là rentraient dans l'abri, et puis on s'organisait pour... A priori, on pensait que c'était un exercice, on pensait rester quelques heures, et en fait, nous sommes restés toute une nuit. Je crois qu'on a dû rester 15, 16 heures, 17 heures, je ne m'en souviens plus, c'est trop loin, c'est loin. Hein. Mais on s'organisait bien, et puis ça s'est bien passé. La population allait dans l'abri anti-atomique, dans l'abri en cas de retombée, simplement si le nuage venait sur les gambiers. Certains tirs, les nuages ne venaient pas. On était alertés, mais on ne bougeait pas. J'attendais les ordres de la DIRSEN. Ça venait toujours vers... le tir avait habituellement lieu entre 10h, 10h30, souvent c'était à ce moment-là. Vers midi, on s'attendait. Si vraiment on sentait, on était inquiet, hop, on appliquait la mise de sécurité, on mettait toute la procédure, on enclenchait tout ça. Et tout le monde était sous abri. Quelquefois, le nuage pouvait avoir des sautes d'humeur, il partait à droite, ou des sautes de vent, il partait à droite ou à gauche, mais ça se passait bien. Où ça a été quand même le plus important, au tir en 71, à Phébé, là, quand on est sorti de l'abri, le lendemain matin, hein, et la population, dont j'étais en tenue comme ça, hein, tous les militaires étaient en scaphandre, et nous on sortait à l'air libre. Vous pensez, ça nous a quand même interpellés. Et mes 3 enfants étaient avec ma femme et mes 3 enfants, on a mis des tresses sur le sol en disant vous empruntez ce chemin-là et surtout vous ne sortez pas. Et tous les militaires étaient avec les gens du service de contrôle biologique, du service radio, là, je ne me rappelle plus le nom, là, et eux faisaient leurs mesures. Et il a plu, donc ça s'est assez facilement dilué. Et après on est reparti cet été. C'était un abri en tôle. Le principe de l'abri, ce n'est pas un abri simplement pour les retombées, c'est un abri en tôle sur lequel, si la toiture était installée, un dispositif avec un arrosage automatique de l'eau de mer, de façon que si les retombées, on mettait en dispositif cet arrosage, ça faisait comme un crachin en Bretagne, et si les retombées, donc, ça laissait retourner directement à la mer. Et on l'a mis en route. Je vois encore, je l'ai dans l'esprit, le légionnaire, c'était un sergent-chef de la Légion qui a mis ça en route. Le Pans, on appelait ça le Pans. Ça faisait, je crois, vous savez, je sais pas, 50 mètres de long, oui, et puis c'est large. C'était pas épais, c'est simplement que de la tôle. Hein, c'est de la tôle. C'est simplement le système d'arrosage pour faire un nuage et ça partait directement, hein, c'est tout. Et puis dès qu'on sortait de ça, les enfants, même les miens, hein, ils allaient se baigner là-dedans. Tout le monde n'est pas mort. La fois, mon fils qui est médecin là-bas, celui qui est médecin en Gambier, il a connu ça quand il était gamin. J'ai vu quand même des gens malades, des gens fatigués. Ils étaient fatigués. Moi, j'ai eu des problèmes dans ma famille, puisque mes enfants, j'ai eu ma fille qui a eu des problèmes. Elle a eu un problème de glande, elle vit en Allemagne, elle a eu un problème de glande, elle a eu un enfant malformation congénitale. En Allemagne, les médecins allemands, quand ils l'ont interrogé, comment ça se fait, elle leur a expliqué, cherchez peut-être pas trop loin, hein, je sais pas.
peut-être. Mais j'ai vu des gens, vous voyez que... Mais il faut se placer dans le contexte. Hein. On n'était pas... On ne faisait pas toucher du doigt à tous ces trucs-là, parce qu'on ne pensait pas à ça. On se faisait rouler dans la farine, on nous racontait tas de choses, mais non, c'est pas dangereux, mais néanmoins on s'interrogeait. Mais quand on discutait entre... Je n'avais pas de contact avec d'autres gendarmes, je n'avais personne, hein, ou les militaires, qu'est-ce que tu penses? C'est quand même bizarre, mais non, il n'y a rien. Oh, et puis franchement, on prenait quelquefois les Montgariviens, les populations, oh, ils ne sont pas beaucoup, oh, ils sont alcooliques, oh, ça passait comme ça. Mais là, au fond de soi-même, moi, ça me travaillait. La population, elle était, même nous, on n'était pas briefés, personne n'était scientifique. Même moi, je n'ai pas une formation scientifique, hein. J'ai une formation secondaire et c'est tout. Hein. On nous disait, la France fait des expérimentations, mais on ne voyait pas ça sur les conséquences des expérimentations et on ne voyait pas les dégâts. Les gens savaient bien, la plupart des instituteurs savaient bien, il y avait eu des problèmes à Bikini, on parlait de tout ça, mais on ne savait pas. Et il y avait une autorité morale qui était le père Daniel. Le père Daniel, c'était le curé de la paroisse qui lui était bien briefé de ce côté-là. Et puis à ces populations, même dans les sermons, parce que j'allais à la messe, je suis breton d'origine et j'étais pratiquant, sans doute on a profité de ça pour me muter là-bas. Et je sais que dans ces sermons, le CEP vous apporte la nourriture, il vous apporte ceci, il vous apporte là, mais sans aller trop loin. Alors, le brave Montgarivien, il dit pourquoi pas, on va avoir ça, c'est bien, on va avoir un peu d'argent, on va avoir du boulot, on va aller travailler au CEP à Totigigi, ça va nous donner un plus. Et puis le père Daniel, dans sa réflexion, il avait son église, la cathédrale. Le père Daniel avait demandé à l'officier général, je ne sais pas si c'est le général Guernon ou l'amiral Guélé, toujours est-il qu'il a demandé « et mes tuiles, qu'est-ce que vous allez en faire de la cathédrale, il fallait les changer ». Bon, on s'en occupe. Il y a un officier du CEP, je crois que c'est de la Légion, du CEP, du génie, qui est venu prendre une ébauche, et puis qui s'est chargé de ça, il a pris même une tuile. Il est parti en France pour voir, trouver où se faisaient ces tuiles-là, et ensuite ça s'est acheminé. Qui c'est qui a payé? C'est le CEP qui a payé ça. Père Daniel s'est arrivé par bateau, et puis ensuite par le Trieux, je ne sais pas comment, et puis tout ça, ça se mettait en. Et donc le Père Daniel, c'était une autorité. Hein, et on me disait même, des femmes montgaraviennes qui me disaient, si tu n'obéis pas, si tu ne voles pas dans le pont, tu fais un péché. Tu désobéis à Dieu. Alors, on allait jusque-là. Le Père Daniel, c'était un père de Picpus. Je crois, il a dû faire 20-25 ans de Polynésie, il était à Montréal avant. Le Père Daniel, c'était une autorité incontournable. Peut-être pas dans le style du Père Laval, mais néanmoins, il avait quand même cette autorité. Il connaissait tout, il savait tout, il était au courant de tout, il briefait tout. Il savait tout. Pour moi, c'était un allié sur le plan administratif. J'entretenais les meilleures relations avec lui. Et pour cause. Bien, je suis allé à la confesse à lui. Je ne suis pas allé à cette époque-là, non, pas du tout. Mais il faisait quand même la pluie et le beau temps. Il entretenait les meilleures relations. Quand nous étions invités à bord d'un bateau, quand le de grâce venait, le Père Daniel était automatiquement toujours la personne, après séance voulait, était la première à venir à bord. On envoyait le Père Daniel, le représentant de la population qui était le Tavana et le chef de poste administrative, et puis après, ce qui venait. Et puis on allait, on allait manger à bord, et les officiers de là étaient vraiment aux petits soins, aux petits pieds du Père Daniel. Le Père Daniel, il avait ce qu'il fallait, hein, mais il défendait il avait peut-être son intérêt religieux, mais il défendait sa population. D'un autre côté, tout n'était pas négatif, il faisait pas... Il alliait l'utile à l'agréable, voyez-vous. Hein. Et en plus, je savais que le Père Daniel, c'était l'oreille des politiques de Paris, au Gambier. Le Père Daniel, je l'ai dit, c'était un honorable correspondant du service de l'époque, le service spécialisé de l'époque. On peut le dire, c'était le SDEC. Ben oui, le courrier qu'il envoyait, le courrier qui était confidentiel, il ne fallait pas que ça diverge à droite ou à gauche ou ça s'égare. Il me l'a mis une fois, je l'ai vu, il me l'a fait. Il me l'a fait à moi. Une enveloppe administrative, là, je vois encore, parce que je vois encore cette espèce de timbre. Ça m'avait marqué. J'ai dit, mon père, c'est pas la peine de mettre en timbre, puisque c'est par la valise, ça part par mon courrier, il n'y a pas besoin de timbre. Donnez-moi ça, puis j'ai lu. Je suis curieux de nature, j'ai bien vu où ça allait, quoi. Et ça allait à l'Élysée. Il est arrivé papier, et j'ai vu c'était un honorable correspondant. Je lui ai dit au père, vous crêchez à d'autres ateliers, je lui ai dit en plaisantant. Il s'est mis un petit rire, il a rigolé.
Et puis les autorités, les grands ponts du CEP, les amiraux, les généraux, qui venaient toujours chez moi, hein, les étoiles, ça fusait de partout, ils descendaient à la gendarmerie, je les logeais, tous ces trucs-là. Et quand ils parlaient entre eux, puisque le renseignement c'était mon boulot aussi, j'essayais de savoir qui se faisait, je faisais la mine d'aller à la cuisine, puis je revenais voir qu'est-ce qu'il disait, silence. Je dis, qu'est-ce qu'il parle? Il parle de choses, il ne faut pas que j'entende. Le recrutement se faisait, on venait me trouver, on allait trouver le Tavana. Le maire, le responsable de l'autorité civile, le Tavana, Tepano, Takaro, tout. Tiens, on a besoin des ouvriers. Mais aussitôt, les Mangaréviens n'étaient pas plus bêtes que d'autres, ils savaient qu'il y avait du boulot, tout de suite ils disaient où est-ce qu'on s'inscrit, et puis ils fonçaient à Toté avec leur pirogue. À Toté c'était à 9 km, c'était facile, et puis on allait là-bas. Mais absolument, le père Daniel ne faisait pas. Moi j'ai eu des incidents avec la population, avec un légionnaire, je le dis dans mon rapport, on a voulu faire des choses que moi j'étais absolument contre. Non, pas. J'en parle dans mon rapport, je peux le parler, c'était un officier de Légion qui voulait faire tirer un câble de 50 mètres, ça m'avait toujours marqué, du SMCB qui était auprès de la cathédrale pour l'envoyer jusqu'à l'abri atomique qui était à l'autre côté. C'était la population qui devait tirer ce câble avec les enfants et puis vous voyez le spectacle. Alors je me suis formellement opposé, cet officier de Légion m'a fait comprendre que je n'étais qu'un simple gendarme, je lui ai dit moi j'avais investi d'autorité. Je lui ai dit qu'il retourne à Toté à la nage qu'il faut et qu'on peut l'aider avec la population à repartir vite fait. Il n'est jamais revenu au Gambier, j'en ai parlé au père Daniel, il n'est jamais revenu au Gambier. Il y a eu des rapports de fait et puis il est parti sur la métropole. Il y a les effets positifs, les effets négatifs. Sur les effets positifs, ça a permis au territoire de se développer. On a bien vu, comme tout, je prends au niveau des Gambiers, il y a eu cet aéroport de Toté-Gégé, on l'aurait peut-être fait par la suite. Quand les bateaux venaient, il y avait de nombreuses rotations de bateaux militaires venant pour ravitailler la base de Toté au niveau infrastructure, au niveau suivi, tout ça. Donc il y avait toujours des médecins ou un médecin. Et ce médecin s'adressait, il allait voir l'infirmier, s'adressait à moi, chef de poste administratif. Avez-vous besoin de mes services? On disait toujours oui, positivement. Il allait voir l'infirmier et puis il permet tous les cas, toutes les pathologies qui étaient plus ou moins délicates, le médecin était là. Et ça a permis quand même d'avoir moins de décès. L'implantation du CEP à ce niveau, il a fait un travail, il faut le reconnaître. Il a fait quand même un travail très positif au point de vue des populations. Dans la période, je perds bien, avant retombée, pré-retombée, c'est cette période, installation CEP avant retombée. Parce que les populations avant le CEP n'étaient pas très suivies. La médecine du territoire, elle ne faisait pas trop son boulot. Combien de fois, de mon époque avant le CEP, quand je suis arrivé, l'infirmière n'avait pas de médicaments, on venait en chercher chez moi dans mon stock personnel, on demandait à ma femme, as-tu des cachets, as-tu ceci, as-tu des trucs pour les diarrhées, j'avais ma pharmacie sur place, mais le CEP a apporté à ce niveau-là. Il a fait un effort, il a été conscient des responsabilités qu'il avait. Mais de l'autre côté, la population, elle le paye cher. Parce que, hein, et ce que je veux surtout dire, moi, où je ne suis absolument pas d'accord, et si je profite de l'occasion, je ne suis absolument pas d'accord, c'est que c'est fait. Ces expérimentations ont eu lieu, soit. On ne peut pas y revenir dessus. Mais au moins qu'on ait la décence, qu'on ait la pudeur de reconnaître ce qu'on a fait, et puis qu'on indemnise ces gens-là. Ces gens-là souffrent dans leur chair, dans leur famille, dans leur cœur, qu'on le dise ça, qu'on ait le courage de le faire. C'est pas grand-chose, mais qu'on puisse le faire. Moralement, on peut le faire. C'est ça, c'est surtout ça qui m'énerve. C'est fait, on ne reviendra pas dessus. On peut pas revenir. Le fondé ou le bien fondé, d'accord. Moi, je ne suis pas pour le nucléaire. On pouvait le faire dans le Larzac ou je ne sais pas où. Hein. Bref, ça, je ne reviens pas là-dessus. C'est fait, c'est fait. Par contre, toutes ces incidences, tous ces problèmes-là, qu'on le reconnaisse, que l'État français le reconnaisse. Quand j'entends des hommes politiques qui l'ont dit, ça m'horripile, moi, d'avoir ça. Ils ne veulent pas reconnaître tous ces effets qu'il y a eu, là. Non. Ces gens-là, ces dossiers qu'on laisse traîner, on trouve toujours des moyens détournés pour pas qu'un dossier n'aboutit pas. On l'instruit, on demande toujours la pièce qui manque qu'on ne peut pas trouver parce que c'est trop loin. C'est pas normal. C'est pas normal. On invoque la raison d'État, belle jambe.
a mauhi ai te toho pita e Mauru e Mauru roa e Mauru e Mauru roa e He roto tō tino i te auahi a te hau e Te pohe nei ho i te taatai Te pohe nei ho i o te iae Ahi o anara te nuna a pa umotu e Aue, aue Aue te arofa i tō tātou ai ae Te pohe nei ho i o te iae Te pohe nei ho i te taatai Ahi o anara te nuna a maohi e Aue, aue